j'enseigne et aussi je fais de l'illustration. Donc je fais pas mal des communications scientifiques avec des illustrations, comme vous pouvez voir ici, où je fais un portrait de Maria Mirzakhani, qui est une femme mathématicienne très connue, qui malheureusement est décédée, elle est très jeune, et qui a été la première femme à avoir la médaille Fields, qui est le prix les plus importants en mathématiques. Donc, mais pour commencer, en fait, moi, je voudrais parler un peu vous montrer un peu des chiffres pour voir où on est, les femmes en carrière scientifique. Et pour ça, j'ai pris comme source un rapport de la Commission européenne, She Figures 2018. Celui-là, il montre il donne un paysage des chiffres des femmes en sciences dans l'éducation supérieure, mais aussi dans les secteurs privés et au gouvernement des pays européens. Et ça couvre la période jusqu'à 2018. Et ça a été publié en 2019. Donc, voilà je vais prendre les rapports, il est très long. Et je vous invite à jeter un coup d'œil parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de données. Mais je vais juste faire attention à un aspect. Et j'ai pris cette visualisation de projet Let's Shapes, qui est un projet européen justement pour développer des plans d'inégalité entre femmes et hommes en sciences, et qui a le soutien de la Commission européenne. Donc, ces premières graphiques nous dit bon, quelle est la distribution des femmes et des hommes parmi les doctorants, et dans tous les domaines confondus. Ensuite, les femmes. Vous arrivez à voir mon curseur? Oui? OK. Donc ici, c'est Grade C, ça veut dire c'est les personnes qui viennent de finir leur thèse et qui ont été embauchées ou bien à l'éducation supérieure ou privée. Et, pardon, ça c'est academic staff, donc oui, on parle de l'éducation supérieure ici. Et ici, cet autre chiffre, c'est sur les gens qui sont plus seniors, avec plus d'expérience, et finalement les professeurs qui ont les rangs les plus hauts. Et on voit comment le chiffre décroît énormément. Ici, au niveau de doctorat, c'est assez égalitaire. Après, les gens, par exemple, des postdocs qui rentrent dans ce chiffre, on a encore une bonne visibilité des femmes. Après, ça descend qu'on a des postes plus seniors, et puis il y a un saut pour les rangs les plus hauts où les femmes sont clairement minoritaires. Ça, c'est toutes les disciplines confondues. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les domaines de technologie et sciences, ingénierie et mathématiques? Là, les chiffres, là, on voit vraiment une descente. On passe encore au niveau de doctorat, c'est 39%, c'est assez correct. Ensuite, 35% pour les postes plus seniors en poste académique, ça descend à 28%. Et puis, au rang plus haut, ça descend à peine 15%. Donc, c'est ce qu'on appelle les leaky pipelines. On voit qu'il y a une fuite des cerveaux, il y a une fuite des femmes du système académique qui vont au privé ou à des autres activités, des communications par exemple. Et qu'est-ce qui se passe avec les comités? Les comités et les rangs où il y a une prise de décision. Là, on voit que les femmes sont clairement minoritaires et on peut avoir elles peuvent faire partie du comité, mais d'être chef dans ces domaines, c'est juste à 20%.
Donc, on voit que même si à niveau de doctorat, on a à peu près une parité, et on voit que dans les postes où on prend les décisions, les femmes, elles sont assez absentes. Ensuite, juste du même rapport, voilà, juste pour voir un peu cette fuite et la proportion des femmes et hommes dans une carrière typique. Ici, les premières graphes ici, c'est toutes les disciplines. On voit comment les hommes et les femmes, la proportion évolue en temps et jusqu'à un niveau des étudiants. C'est assez égalitaire, mais après, ça bifurque. Et ce qui est encore pire pour les domaines de STEM, où il y a déjà une différence, même au niveau des étudiants, on peut apprécier une différence. Dans le même rapport, il y a aussi d'analyse, pas seulement en termes d'étudiants et évolution en carrière scientifique, mais aussi la quantité de femmes qui publient des articles dans des journaux. Donc, la productivité des femmes par rapport à la productivité totale hommes et femmes. Et là, on peut voir ici, tout ce qu'il faut retenir ici, c'est la couleur. Donc, la couleur la plus foncée, c'est là où il y a il y a moins de femmes, disons. Les plus forts, les bleus, il y a moins de femmes. Et les plus près des 1, c'est très bien, c'est un bon niveau de parité. Et on voit ici que les sciences naturelles, ingénierie et technologie, elle est fortement, les femmes, elles sont très absentes de ces domaines-là. Aussi, on voit un peu en sciences sociales et humanités. Il semble que les sciences médicales sont assez bonnes et il y a une bonne parité. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un vrai problème en ingénierie, technologie, mathématiques, sciences naturelles. Ensuite, je voulais montrer, je ne sais pas si vous connaissez le Leiden Ranking, qui est les universités, ces dernières dizaines d'années sont complètement obsédées par des rankings. Et c'est qui l'impact des rankings est énorme dans la société académique, disons. Par exemple, on a vu maintenant à Paris un regroupement des universités où la raison, disons, la plus visible, c'était d'être mieux classé dans les rankings. Mais c'est dans certains rankings, et ces rankings de Leiden, il a une particularité. C'est un ranking basé dans des données bibliométriques, donc ils analysent des articles dans des journaux. Et il y a un aspect qu'on peut configurer, les indicateurs des rankings, et il y a une option pour genre, ce qui est assez singulière. Il n'y a aucun ranking qui montre ça. Et vous pouvez choisir les domaines. Par exemple, ici, j'ai choisi mathématiques, les sciences et la computation. On peut choisir les domaines, la région, on peut choisir tout le monde, juste l'Europe ou des autres continents. Et on peut choisir les rankings. Ici, je leur donnais par la quantité des femmes sur la quantité totale, dans la proportion des femmes comme autrices des articles dans les journaux. Et on voit ici que les top 6 universités ne sont pas les universités qu'on voit d'habitude. Et la première université française, en fait, elle est juste sur la place 51, ce qui est assez différent des rankings scientifiques qu'on voit d'habitude dans les domaines de maths. Et je vous invite en fait, si vous googlez le Leiden Ranking, vous pouvez trouver ça, vous pouvez jouer avec ça. Et ça donne beaucoup d'informations, je trouve. C'est assez différent des autres rankings qu'on utilise d'habitude. Un autre projet où on peut trouver plein des chiffres sur la situation actuelle,
sur cette inégalité hommes-femmes en sciences, c'est ces projets de Gender Gap. Je ne sais pas si vous peut-être les connaissez. Il y a des membres, il y a par exemple représentants de femmes et sciences qui sont dans les comités éditoriaux de ces projets et de ces livres. Ils ont édité un livre avec tous les résultats qu'ils ont eus. Et en fait, je voulais vous montrer un peu, je voulais m'arrêter ici un peu, parce que je voulais vous montrer qu'il y a plein des ressources sur le site web de ces projets. Et là, je vais changer mon partage d'écran pour aller dans mon navigateur, parce que là, vous pouvez voir le site web du projet. Oui, ça y est, on le voit et on a aussi le lien dans le chat. Ah, merci, merci. Donc, je voulais juste vous montrer qu'il y a un livre où il y a voilà, un sommaire de tous les analyses, les chiffres qu'ils ont eu, des interviews, ils ont pu faire des analyses. Ensuite, il y a un booklet, il y a une brochure en français, il y a une brochure en plusieurs langues. Et ça, c'est très utile comme matériel pour la diffusion, et aussi il y a des slides. Ils ont même préparé une présentation que vous pouvez voir ici, où il y a les choses les plus, par exemple, là on voit qu'il y a Maître Françoise Roy, collègues Guillaume qui font partie de ces projets, et on voit les messages, les takeaways les plus importants, qui est, ok, un quart des femmes interrogées ont été victimes d'harcèlement sexuel. Un quart des femmes, énorme proportion. Aussi, comment les expériences des femmes. Et là, on peut voir dans cette illustration quels sont quelques aspects qui sortent à la vue dans ces enquêtes. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est un bon matériel. Et aussi, il y a des recommandations pour des parents, des recommandations pour des organisations, des recommandations pour des universités, des organismes internationaux, ce qui je trouve qu'il y a toujours cette partie, ok, c'est très bien de montrer des données, de montrer avec des données qu'il y a vraiment un problème, que ce n'est pas normal, ce n'est pas une représentation réaliste de la réalité, ce qui se passe à niveau académique avec le manque de femmes, et aussi de faire des recommandations. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Et donc voilà, ça c'était un autre projet que je voulais vous montrer, où on discute cette inégalité. Et puis, je pense que je voulais juste vous montrer dans les 2 minutes qui me restent, je voudrais juste vous montrer, vous parler de mon expérience personnelle. Et on a vu dans la petite illustration tout à l'heure qu'il y a cette partie de manque de role models. Et quand on parle de role models, un problème que j'ai comme mathématicienne, et comme mathématicienne avec les incertitudes, les manques peut-être de sécurité ou d'estime de soi qui sont naturels dans des femmes, dans des gens qui sont assez réalistes à propos de la situation, c'est qu'en général, on voit des femmes dans les médias qui sont des femmes exceptionnelles. Donc, tout à l'heure, quand Audrey avait demandé un cliché des femmes, je disais, si c'est des femmes scientifiques, je pense à une femme exceptionnelle. Ce qui est très loin de moi. Vous voyez, moi, je me trouve tout à fait normale. Et donc, une femme exceptionnelle, c'est quelque chose qui est très loin et qui est très haut, et c'est pas quelque chose qu'on peut attendre comme standard. Donc ça, je trouve que ça n'aide pas. Dans mon expérience, ça n'aide pas. La carrière scientifique, elle est assez dure. On voit qu'il y a très peu de femmes. Après, on pourrait se poser les questions, pourquoi les femmes quittent ce domaine? Pourquoi les
les universités et les instituts de recherche, pourquoi ils n'arrivent pas à garder les femmes? Je pense que c'est ça plutôt les problèmes, que c'est les systèmes, les institutions qui n'arrivent pas à garder les femmes. Et donc, dans mon travail comme illustratrice, ce qui m'intéresse, c'est justement de montrer la diversité des femmes, la diversité des profils, qu'on a besoin d'être exceptionnel, d'avoir une vie, des romans, et qu'on peut faire que ça, c'est un travail comme un autre, et que tout le monde peut le faire, comme quelqu'un peut être ingénieur, médecin et assistant de, je sais pas, dans un bureau, prof, c'est un travail comme un autre. Donc voilà, je pense que ça. Je vais m'arrêter là. Bon, si vous avez des questions après, je suis très Merci contente beaucoup, de Constanza, et aussi d'avoir discuter. respecté les 10 minutes. Super. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont très intéressants, qui ont déjà été abordés, et on va revenir dessus, je pense avec Férouz notamment au niveau de l'académie, de ce qui se passe dans les universités, de pourquoi les femmes ne restent pas. On abordera aussi la problématique d'intéresser les jeunes filles aux carrières scientifiques, aussi en premier lieu, pour qu'elles soient aussi présentes dans ces carrières. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait une question dans le chat qui était est-ce qu'on va pouvoir retrouver toutes ces ressources? Donc oui, nous, on va conserver le chat et tous les liens aussi qu'on vous transmet ou qui sont mentionnés. Et on vous les retransmettra voilà, par un article sur Écosciences. Et puis même, on pourra vous renvoyer aussi tout ce qui a été discuté dans le chat après la rencontre, ce qui fera la discussion. On avait aussi une question d'Anaïs qui demandait si on sait à partir de quelle année on a réussi à avoir une égalité du rapport homme-femme au niveau doctorat, et qui disait que peut-être que la diminution de la proportion de femmes pour les postes haut gradés était principalement due à l'âge, puisque les postes haut gradés sont en général pour des carrières plus avancées. Ça, c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas quand exactement on a eu cette parité. C'est vrai que, oui, là, il faudrait que je regarde, je ne sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est assez. Il faut voir dans chaque pays. Je sais que comment ça a évolué l'éducation des femmes dans chaque pays, même en Europe, est différent. Quand est-ce qu'il y a eu la première femme docteur dans un domaine STEM, par exemple? Ça peut changer aussi beaucoup en termes de discipline. Donc là, il faudrait regarder, et je n'ai pas vu ça en détail. Et la deuxième question, c'était quoi, Kimberly? Vous pouvez me rappeler? C'était plus une remarque, peut-être que la diminution était due aux postes haut gradés et principalement due à que la diminution de la proportion des femmes pour les postes haut gradés était principalement due à l'âge, puisque les postes haut gradés sont en général pour des carrières plus avancées. Oui, il y a une différence entre, par exemple, les femmes rentrent un peu plus tard, font ces parcours un peu plus tard que les hommes. Il y a eu des données par exemple, la NR, ils ont sorti un rapport récemment avec les données de projet ANR. Et on voit que les gens qui gagnent, qui obtiennent ces projets d'accord à l'état, au stade de la carrière scientifique, on voit que les femmes se développent plus tard, mais une diminution. Mais non, je ne pense pas. Après, je n'ai pas de données pour justifier cette question, c'est juste mon expérience personnelle et c'est que j'observe, au moins en mathématiques. Ce n'est pas que les femmes peut-être sont arrivées plus tard que les hommes. Oui, peut-être il y a un facteur, mais par exemple maintenant, aujourd'hui, on peut avoir des femmes des femmes de 40 ans
dans un des postes professeurs les rangs les plus hauts. Et on voit ces données-là. Là, ensuite, maintenant, ça ne se justifie pas beaucoup. Je pense qu'il y a 10 ans peut-être que tous les profs seniors étaient des vieux hommes de la vieille école de recherche, mais non, plus maintenant. Oui, je pense que peut-être que Férouz aussi pourra compléter sur cette question-là. Je voulais juste, avant ça, dire qu'on reviendra aussi concrètement sur les actions. Je pense que c'était très intéressant cette slide sur les recommandations qui peuvent être appliquées, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Comment est-ce que concrètement on peut faire dans nos pratiques pour faire avancer les choses chacun. Donc, je pense qu'on reviendra sur ces points-là et on en discutera. Et c'est vrai que du côté de l'avancée, comme l'arrivée à l'égalité des doctorants, on en parlait avec Férouz au téléphone, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Par exemple, je voyais sur les écoles d'ingénieurs, le pourcentage de femmes était de 4% en 1968 et de 27% en 2015. Donc, on a une augmentation, mais c'est toujours très, très faible. Férouz, peut-être que voilà, c'est le bon moment pour compléter. Oui, bonjour. Ah oui, c'est ce que je te disais l'autre jour lorsqu'on a discuté. Lorsque moi, je suis rentrée dans le métier de la physique, il y avait, je travaille, bonjour, je ne me suis pas présentée. Je suis physicienne, en particulier dans le domaine de la physique des particules. Je travaille sur le grand accélérateur du CERN. Donc dans un milieu extrêmement masculin depuis très longtemps, évidemment. Seulement, lorsque je suis rentrée dans ce métier, dans les années 90, on commençait à faire des statistiques et il y avait à peu près un peu moins de 10% de femmes dans les métiers de la recherche. Je ne parle pas d'ingénieurs et techniciens, la question ne se pose même pas, il n'y avait pratiquement pas d'ingénieurs et techniciennes dans ces métiers. Donc, c'est la présence masculine est visible. Et puis, 30 ans plus tard, on est à un chiffre qui ne bouge pas depuis, allez, je dirais 10 ans, un peu moins de 10 ans, qui est de 24%. Donc, on est à 24% de participation féminine à la recherche dans ce domaine bien particulier qui est la physique des particules, qui est un milieu très, très masculin. Et on a remarqué, on a fait des études sociologiques, on a fait des statistiques carrément sur le CERN. Il y a quand même presque 10 à 20 000 personnes qui travaillent dans ce domaine dans le monde. Et globalement, mondialement, le chiffre ne dépasse pas 24% depuis maintenant quelques années et ça ne bouge pas. Donc, on est vraiment arrivé à un plateau. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien expliqué. Voilà, donc il y a comme on appelle le glass ceiling qui est là et qu'il faut essayer de résoudre. Je voudrais quand même répondre revenir à la question qui a été posée concernant la parité dans les doctorats. Dans le nombre de filles et de garçons. Si je ne me trompe pas, Constance, tes chiffres, ils sont mondiaux. Ce n'est pas un chiffre français. Pardon, les chiffres sont… Chiffres mondiaux, c'est une parité. En Europe. En Europe. Oui. D'accord. Alors, bon, alors je ne pourrais pas expliquer la parité. N'empêche que moi, je l'ai vécu, cette parité, je l'ai vécue, je l'ai accompagnée. Moi, je suis rentrée dans le métier dans les années 90 et jusqu'aux années 2000, 2010, il y avait énormément de filles, en particulier en physique, qui étaient candidates à un doctorat et puis plus tard candidates à un métier de chercheuse. Et puis ça s'est effondré. Ça s'est effondré à partir des années 2010. Les raisons, elles sont multiples. Hein. Les raisons, elles sont économiques. Les raisons, elles sont au fait que les filles ne trouvent pas leur… elles trouvent pas leur modèle. On a parlé des modèles. Ça attire
peut-être plus. Et puis, on remarque, en particulier dans cette section de physique qui est la mienne, qu'il y a de moins en moins de candidates au métier de chercheuse. Ouais, et du coup, on discutera du reste. Ouais, mais peut-être que tu peux enchaîner avec la présentation de l'association. Ah d'accord, ok, très bien. Ouais. Donc en fait, en principe, j'ai rien à montrer, mais mais qui c'est, Kimberley, tu peux montrer, ou je peux le faire, hein, je peux aussi montrer. Mon intervention dans ce cadre de discussion, il est par rapport à ma participation aux 2 associations Femmes et Sciences et Parité Sciences. Donc moi, je suis physicienne et j'ai un parcours assez, je dirais pas atypique, mais il est un peu différent de la moyenne des Françaises, parce que je viens d'Afrique du Nord. J'ai fait tout mon doctorat, mon master de physique en Algérie, et puis je suis venue faire un doctorat en France, à l'université de Grenoble. Et tout de suite, je suis rentrée dans ce domaine qui est la physique nucléaire et la physique des particules, avec des manips qui se font, qui se font au CERN. Quand j'arrive en France, j'arrive avec cette idée qu'en France, c'est mieux. Donc voilà, j'arrive déjà frustrée par la condition des femmes de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai la chance d'avoir étudié, parce qu'après les indépendances, les parents ont poussé leurs enfants, en particulier les filles. Et à l'époque, voilà, l'indépendance, c'est progrès. On montre au monde entier qu'il y a l'égalité homme-femme, il n'y a pas la situation actuelle religieuse ou quoi que ce soit. Donc, mais déjà, j'étais extrêmement frustrée, et j'arrive en France en me disant « Waouh, c'est génial ». Mais en fait, j'ai découvert qu'en fait, c'était beaucoup plus insidieux que ça, parce qu'on montre pas, on part sur le principe qu'il y a de l'égalité, qu'il y a de la parité, que les lois, elles sont là pour protéger les femmes, mais en fait, à la fin, quand on est dans le milieu, on voit que ça ne marche pas comme on le dit. Et j'ai tout de suite accroché avec des collègues femmes scientifiques dans mon domaine, et en particulier à Grenoble, avec des grandes physiciennes comme Françoise Sirot-Lachmann, pour celles qui la connaissent. Et on a décidé, avec Jacqueline Été, à l'époque aussi, je l'ai connue il y a plus de 20 ans, et puis au niveau national, Femmes et Sciences était en train de se mettre en place. Et donc, Françoise, Jacqueline, elles étaient un peu dans le coup. On disait, pourquoi on ne ferait pas quelque chose d'identique à Grenoble, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore Femmes et Sciences nationales, donc ça se construisait. Donc, on a créé, donc j'étais cofondatrice de Parité Sciences à Grenoble, et j'étais la première présidente de cette association Parité Sciences. Et à la fois, j'avais aussi ce lien avec Femmes et Sciences. Et 20 ans plus tard, là, on est toujours… Femmes et Sciences a grandi, Femmes et Sciences a énormément d'activités pour lesquelles Parité Sciences peut la représenter à Grenoble, mais aussi on a aussi d'autres activités qui sont pas forcément celles celles qui sont conduites au niveau national, mais qu'on partage avec Femmes et Sciences. Donc, pour parler en général, les activités de ces associations, les activités phares de ces associations, qui maintenant essaiment un peu partout en France, hein. Il y a des sections régionales un peu partout. Il y a à peu près 400 adhérentes, à peu près 400 adhérentes à Femmes et Sciences au niveau national. Il y a une 50aine d'adhérentes au niveau local à Grenoble. Mais nos actions, elles sont aussi bien nationales que internationales, avec Parité Sciences et avec Femmes et Sciences. Les actions phares de Femmes et Sciences et de Parité Grenoble, elles sont… en particulier pour Femmes et Sciences, elles sont dans le mentorat. En mentorat,
on en a, Constanza, tu aurais pu en parler, mais c'est quelque chose qui a émergé de manière internationale et on s'est rendu compte que pour pouvoir faire progresser, pour pouvoir donner la chance aux filles de faire des sciences, il fallait les accompagner, il fallait les rassurer, il fallait leur montrer la voie. Et donc, ce mentorat s'est mis en place très tardivement en France, mais il a commencé à essaimer un peu partout dans toutes les régions, mais en particulier, il me semble que c'est la région de Montpellier qui a un peu... qui a mené le travail au tout début en 2015. Et puis, d'autres régions ont pris le relais, par exemple l'Île-de-France. Et ce qui est assez formidable avec cette activité, c'est que les femmes qui ont un petit peu d'influence, qui sont femmes et sciences et qui ont un pied dans l'université, dans les écoles doctorales, ont réussi à imposer cette activité qui est menée par femmes et sciences, mais qui est aussi, qui a été reconnue par les écoles doctorales et les universités, en particulier à Montpellier, en particulier en Île-de-France. Et il y a beaucoup de mentors. Alors les mentors, les mentoreuses, les menteuses, je ne sais plus comment on dit, les mentors féminines, il y a beaucoup de mentors bénévoles parce que c'est du bénévolat, c'est en plus du travail qu'on fait. Et il y a énormément de filles scientifiques qui ont envie d'avoir une partenaire qui les suive un peu tout le long de leur trajet, en particulier celles qui font un doctorat tous les 3 ans ou même celles qui font un parcours scientifique à l'université. Et puis l'autre activité qui me semble extrêmement importante, qui a été menée dès le départ, il y a 20 ans, et qu'on a pensé que c'était ça qu'il fallait faire dès le départ, c'est d'aller parler aux jeunes dans les collèges, dans les lycées. Mais au tout début, je me rappelle, il y a 20 ans, je parle comme une vieille, il y a 20 ans, au tout début, on s'adressait aussi aux écoles primaires. On s'était même dit, mais il faut carrément aller changer la tête des filles à la maternelle. Bon, on n'est pas allé jusque-là, mais au tout début, on allait aussi dans les écoles primaires. Moi, j'ai fait beaucoup de collèges, j'ai fait des lycées, c'était des expériences extraordinaires. C'était beaucoup de déception aussi, parce que lorsqu'on est face à une classe de... Alors, en général, quand on va dans un lycée, je me rappelle d'un lycée à Visil, il me semble, où j'ai rencontré plusieurs classes de première et de terminale. Il y a très peu de filles. Déjà à ce moment-là, l'écrémage s'est fait en seconde, elles vont plutôt dans d'autres disciplines. Et donc, lorsqu'on s'adresse à des classes de sciences mathématiques ou SI, ou je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui, mais en tout cas des sciences, pour faire de la science après. Il y a même pas un tiers de filles pour toute la classe. Et la déception, elle vient quand on pose la question qui parmi vous, filles et garçons, parce qu'on est là, on part en général avec un collègue masculin, parce qu'on veut montrer que la science, elle n'est pas homme ou femme, elle est homme et femme. Donc, c'est bien de partir avec des collègues et masculins. Et puis, les garçons lèvent la main, moi. Et puis, les filles, elles sont timides. Alors, quand on pousse un petit peu, alors... Oui, moi j'aimerais bien faire médecine, mais bon, il y en a une parmi le tiers de la classe qui ose dire ça. Et puis, bon, après, je n'ose pas vous dire les réponses de toutes les autres, parce que c'est assez déprimant. Mais bon, n'empêche, je ne sais pas si on a mené suffisamment la bataille pour inciter ces filles-là qui arrivent quand même à la fin, à la première au lycée, aller au-delà, je ne sais pas, je ne connais pas le résultat, mais le résultat est là, on le voit là, à l'université, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc ça, ce sont vraiment des choses extraordinairement qui ont été menées de manière extraordinaire par ces associations qui sont reconnues par les organismes académiques, hein, donc les académies, les lycées, les collèges, les écoles primaires, qui s'associent avec les universités, en particulier pour les histoires de mentorat. Et puis plus récemment,
plus récemment, Femmes et Sciences a initié un projet qui est plus un projet de rôle modèle, un peu ce que de Constanza a parlé. On a besoin de rôle modèle. Moi, quand j'avais 15 ans, mon rôle modèle, c'était Marie Curie. Bon, voilà, il fallait, enfin, mon rôle modèle Marie Curie, ça veut dire qu'il fallait que je sois prix Nobel de physique, mais c'est pas exactement ça que je voulais être, mais je voulais être comme Marie Curie, donc reconnue, et je voulais être, voilà, une scientifique. Les personnes qui m'ont poussée à être une scientifique, c'est mon père, parce que je disais, moi, j'étais dans un pays où on voulait que les enfants réussissent, et en particulier montrer que ces filles réussissent. Et mon père m'a poussée dans les maths, déjà dans les maths. Et mon rôle modèle a été ma prof, c'est une prof de physique, pas un prof, mais une prof de physique au lycée. Et qui m'a accompagnée de la seconde à la terminale. J'étais au lycée en Algérie, et c'est là que je me suis dit, quand j'irai à l'université, je ferai de la physique. Et j'ai fait de la physique, j'ai eu un master de physique à Alger. Donc mon rôle modèle a été quand même une femme plutôt modeste, une prof de lycée. Et parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire, j'ai adoré la physique. Et puis quand j'avais 15 ans, voilà, je me suis dit, il n'y a qu'un prix Nobel de physique. Mon rôle, c'est de devenir prix Nobel de physique pour montrer que les femmes peuvent devenir prix Nobel de physique. Évidemment, je ne suis pas prix Nobel de physique 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, on va dire, puisque c'était à 15 ans que je m'étais dit ça. N'empêche que l'anecdote que j'avais racontée à Audrey, c'était que je voulais être prix Nobel de physique, et je considère que je suis prix Nobel de physique puisque j'ai participé à une expérience qui a découvert le boson de Higgs. Et le boson de Higgs a eu son prix Nobel il y a 4 ans. Et on a remercié les expériences qui ont découvert le boson de Higgs. Donc, je considère que je suis prix Nobel, même si mon nom ne va pas apparaître explicitement dans le dictionnaire où j'ai découvert Marie Curie. Donc, ces histoires de rôle modèle sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, en français, on devrait dire modèle et pas rôle modèle, parce que ça vient de l'anglicisme role model. C'est les modèles qu'on va apporter, en particulier aux collégiens, aux lycéens, parce que c'est là qu'il faut taper. Et quand on arrive avec des modèles, il ne faut pas arriver avec Marie Curie. Il ne faut pas arriver avec des femmes exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. On ne peut pas donner envie d'être Marie Curie. Ce n'est pas possible. Du coup, il y a eu cette initiative de Femmes et Sciences qui a été accompagnée par le CNRS et qui a été initiée en Occitanie, qui s'appelle la science taille XXL, voilà, la science taille XXL, qui a été un vrai déclic, et pour lesquels les autres régions ont tout de suite réagi en disant waouh, c'est ça qu'on veut. Et donc il y a eu déjà trois versions. Donc il y a eu la première en Occitanie, la seconde s'est déroulée en Île-de-France, la troisième à Lyon, et il y a eu au total jusqu'à maintenant 40 portraits de femmes scientifiques, des femmes scientifiques normales, des ingénieurs, des techniciennes, des chercheuses, des professeurs, etc. Et puis qu'on balade, ce sont des profils qu'on va mettre en place avec tout un texte, un environnement, et qu'on va montrer au public. Un public normal. Le public, ça peut être la fête de la science, ça peut être, on prend l'exposition et on va la montrer dans des collèges ou des lycées, ou dans des préfectures, ou dans des mairies, comme ça c'est arrivé récemment en Île-de-France, je crois que c'était au mois de février de cette année, et même avec le confinement et tout ça, ça s'est déroulé extraordinairement bien. Et donc du coup, à Grenoble, on s'est dit, à Grenoble et d'ailleurs à Marseille, il me semble,
que l'exposition La Science taille XXL va prendre effectivement d'autres versions, une à Grenoble et une à Marseille. On est en train de travailler avec Parité Sciences et Femmes et Sciences et en collaboration avec les organismes partenaires qui sont le CNRS, UGA, Grenoble INP, l'INRIA, pour mettre en place cette exposition avec 20 portraits de femmes qu'on a d'ores et déjà sélectionnés parmi 87 candidates quand même. Donc l'appel à candidature a été extraordinairement bien suivi et nous en sommes vraiment très heureuses. Donc voilà, je pense que c'est avec Femmes et Sciences, avec Parité, avec toutes les organisations de femmes et de sciences, on fait énormément de choses. On accompagne du primaire jusqu'à l'université pour donner envie aux femmes de faire de la science. Après, il y a aussi la question de donner envie, mais aussi d'accompagner. Une fois qu'une femme est déjà dans les sciences, voilà, elle rentre dans le monde. Déjà, quand on rentre en doctorat, on est presque dans le métier. Hein, donc, on est dans le métier. Et puis après, si on rentre au CNRS, à l'université ou quoi que ce soit, ou même en entreprise, il faut aussi que les femmes puissent être accompagnées et puis qu'elles ne puissent pas abandonner. J'ai eu la chance et la malchance de regarder le film Picture Scientist qui est passé cette semaine, qui est un film extraordinaire, fantastique. Hein, je vous le recommande. Et puis, ça m'a pris, hein, ça m'a vraiment touchée. Et c'est là que ce que disait Constanza est vrai, c'est là qu'on perd les scientifiques. Hein. C'est même lorsqu'elles vont arriver dans le milieu de la recherche, le milieu universitaire, le milieu de l'entreprise, c'est là qu'il y a encore des discriminations extraordinaires, enfin extraordinaires dans le sens négatif, hein, elles sont abominables, où certaines scientifiques abandonnent. Et dans ce film, il montre bien des cas très concrets. Et ce dont on parle beaucoup moins encore dans ces associations qui ont Femmes et Sciences Parité ou autres, même de manière internationale, et je pense qu'il n'y a que les Américains qui ont commencé à y regarder de près, c'est non seulement le gender gap, la différenciation entre hommes et femmes sur la carrière, sur la prise de responsabilité, sur le management, etc. Mais aussi, on ne regarde pas en Europe, pas encore, et dans les autres pays, non seulement lorsqu'on est femme et qu'on est d'une minorité, c'est encore pire. Et dans le Picture Scientist, c'était vraiment assez prégnant et ça m'a même fait pleurer un moment. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on commence à y regarder de près, parce que si on se lamente que des scientifiques laissent tomber, hein, quel que soit au niveau académique ou dans les entreprises, elles vont faire autre chose. Une fois qu'elles ont le poste, elles voient qu'il y a des discriminations, elles s'en vont. Je pense que celles qui sont dans les minorités, ça va être encore pire. Parce que si on n'a pas fait les sondages, à mon avis, mais si on fait les sondages, on se rendra bien compte que en particulier dans le monde académique, les femmes scientifiques d'une minorité sont beaucoup plus importantes que les femmes en général. Donc, il faut faire très attention à ce que on commence à s'intéresser aussi à cette question. Audrey, je t'avais dit que j'étais très bien, donc je vais laisser la place à d'autres. J'allais te couper, justement. J'allais te couper, mais je me suis rendu compte. Tu as abordé plein de choses vraiment très intéressantes, certaines sur lesquelles je voulais revenir. Je pense qu'effectivement, la dernière partie que tu abordes de conserver les femmes, que les femmes restent après dans le milieu académique, c'est quelque chose qui est très compliqué. On en a aussi discuté, c'est vraiment changer les systèmes. Et je pense que c'est aussi les associations comme Femmes et Sciences et Parité Sciences qui contribuent pour faire bouger les lignes vraiment à l'intérieur des structures. Mais nous, je parle en tant que structure culturelle ou les chargés de communication ou les gens qui sont peut-être plus en rapport avec le public, je pense qu'on a peut-être moins, nous, ici, de moyens pour intervenir, parce qu'on est un peu à l'extérieur, en tout cas, sur ces points-là.
Je vais revenir sur ton histoire de prix Nobel et le fait que tu te considères comme ayant un prix Nobel. Je crois que c'est important parce que on dit souvent que les femmes, en fait, on n'arrive pas à se considérer comme expertes et à se considérer comme ayant des compétences et des qualités. Donc, voilà, c'est bien que tu le fasses et je pense qu'il faut encourager aussi les femmes à se valoriser elles-mêmes. Ensuite, tu as abordé effectivement le fait que Femmes et Sciences interviennent à tous les étages un petit peu de la construction, que ce soit quand on s'intéresse aux sciences, on va s'intéresser éventuellement à une carrière, et puis après, dans la carrière, comment est-ce qu'on fait pour y rester. Je voulais ajouter là-dessus des petites données qui viennent surtout d'études qui ont été menées. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment au Royaume-Uni, sur l'égalité homme-femme. Il y a beaucoup de structures qui le font et d'universités comme UCL, University College London, et notamment les études qui sont les études Rose et Aspire. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil aux résultats de ces enquêtes, qui s'intéressent aussi à comment les jeunes filles dès l'école vont s'intéresser aux sujets scientifiques ou pas, et comment est-ce qu'elles y sont influencées. Et ce qui en ressort aussi, c'est qu'en fait, il y a des âges qui sont un petit peu charnières. Donc, il y a effectivement le fait d'aller vers les filles les plus jeunes possibles. En fait, le plus on commence tôt, et le plus ça va être, ça va avoir aussi un impact, mais c'est aussi agir sur le long terme, comme le fait effectivement Femmes et Sciences. Ce sont deux choses qui ressortent. Et le fait que vers l'âge de 5-7 ans, il y a une première étape qui est la construction des stéréotypes. En fait, on considère qu'à partir de 5-7 ans, les stéréotypes sont déjà installés. Mais on sait aussi que c'est un âge, surtout la maternelle, où en fait les jeunes enfants sont dans un âge de découverte, où l'esprit curieux en fait est naturellement présent. Et l'esprit curieux, c'est un peu l'esprit de scientifique, ou l'esprit des gens qui sont ingénieurs. C'est être curieux, se poser des questions, faire des expériences. Et en fait, c'est tout ce qui se passe quand on a des jeunes enfants et qui sont en maternelle. Et c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de capter, peut-être de développer et de continuer. Il y a un autre âge qui est vers 10-14 ans, où en fait, c'est l'âge où les opinions sur les sciences et les carrières scientifiques se forment. Donc, qu'est-ce qu'une carrière scientifique? Qu'est-ce qu'un scientifique, etc. C'est vers cet âge-là où on a aussi quelque chose, donc les collèges. Donc, l'intervention au collège est aussi très importante. Et puis après, le choix d'une carrière scientifique va se faire un petit peu plus tard, à partir de l'âge de 16 ans. Donc, on peut dire quand on rentre au lycée, quand on est en France, où là, en fait, il va y avoir aussi plein de choses qui vont impacter et qui vont faire que les femmes ne vont pas suivre forcément de carrière scientifique. Donc, on l'a cité, hein, c'est des carrières qui sont très masculines, qui sont peut-être vues comme une élite où on ne va pas forcément vouloir se projeter. Où il y a aussi voilà, le manque de modèles, comme on l'a aussi évoqué. Je ne sais pas s'il y avait des réactions de la part des participants, si quelqu'un veut réagir à ce moment-là, ou si on continue avec Julie. Bon, on peut peut-être passer à l'intervention de Julie, et puis on repassera dans la discussion après coup. Et justement, Julie, en fait, elle agit plutôt du côté des collégiennes et des lycéennes. Et on va sortir un petit peu de l'académie aussi, puisqu'on part plus sur des métiers du numérique. Enfin, je te laisse la parole pour nous en dire plus, du coup. Merci beaucoup, Audrey. Du coup, oui, moi, je travaille pour l'association Objectif pour l'emploi, qui est une association régionale. Donc, on intervient sur différents sujets et on est un peu plus généraliste aussi que forcément la thématique qui nous occupe ce matin, puisque, comme le nom de l'association l'indique, Objectif pour l'emploi, historiquement, c'est une association qui accompagne les personnes en recherche d'emploi. Et du coup, on a vraiment deux gros pôles d'intervention dans notre association, une partie plutôt insertion professionnelle et une partie orientation. Donc, je pense que là, ce qui nous intéresse plus, ça va être la partie orientation. Et donc, c'est la partie dont je m'occupe dans l'association. On a différents dispositifs, mais le fil conducteur de toutes nos actions, en fait, c'est d'élargir les choix d'orientation des jeunes via notamment la déconstruction des représentations
et ce, sur tous les métiers. On ne fait pas uniquement sur les métiers scientifiques et techniques. Historiquement, l'association OPE a été créée par des ingénieurs, donc on est aussi connu sur le territoire pour nos programmes en lien avec les métiers scientifiques et techniques. Mais depuis quelques années, on s'est aussi spécialisé sur la question de la déconstruction des représentations de genre au niveau du collège et du lycée. Et ça me permet de rebondir, Audrey, sur ce que tu disais juste avant, qu'il y a un enjeu aussi, avant même de faire découvrir des métiers et de créer des rôles modèles, etc. Il y a un enjeu tout simplement sur la question des stéréotypes de genre. Et donc, nous, le premier niveau d'intervention, il se fait sur la partie déconstruction des représentations et des stéréotypes. Donc ça, c'est un travail qu'on mène de manière assez classique en allant dans les établissements scolaires, en partenariat avec les rectorats, pour faire ce qu'on appelle des ateliers de déconstruction des stéréotypes. Donc voilà. Et puis après, sur la partie, du coup, pour aller plus loin que cette déconstruction, il y a l'enjeu de faire découvrir les métiers parce que, encore une fois, si on n'a pas dans notre entourage quelqu'un qui exerce un métier scientifique, ça nous oblige à en avoir beaucoup de représentations et on en a beaucoup parlé, les représentations qu'on peut avoir sur ces métiers, notamment quand on est une femme, peuvent être très biaisées. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire découvrir ces métiers dans un premier temps en les rendant audibles, compréhensibles. Et donc, on fait également des actions en ce sens avec des interventions pour faire découvrir les métiers scientifiques et techniques au niveau des collèges et des lycées. Donc, on les fait découvrir notamment par du témoignage-débat. Donc, quand on dit témoignage-débat, c'est-à-dire qu'il y a une partie plutôt où on va présenter de manière générale le secteur avec la compréhension de ce que ça veut dire être ingénieur, de ce que ça veut dire être technicienne, technicien. Et puis après, on l'illustre avec du témoignage, donc à la fois de professionnels, et là 2 LE du coup, puisqu'on est très engagé sur justement ces questions de mixité professionnelle. Donc on privilégie le témoignage de femmes à ce sujet, dans la même idée que ce que les 2 précédentes intervenantes ont dit, de pouvoir avoir des modèles auprès de qui s'identifier qui sont autres que Marie Curie. Donc voilà, c'est ce à quoi on travaille également. Et on constate aussi de plus en plus que ce qui est très apprécié par les jeunes avec lesquels on travaille, c'est aussi le témoignage d'étudiantes. Parce qu'en termes de proximité aussi, quand on intervient dans un collège ou dans un lycée, la personne qui est en première année d'études, elle est beaucoup plus proche de ce que peuvent vivre au quotidien les jeunes. Et donc, on constate quand même que c'est très apprécié par les publics auprès de qui on présente les métiers, puisque on peut encore plus facilement s'identifier au parcours des jeunes directement. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus en faisant monter en compétence aussi les étudiantes qui voulaient s'engager sur ces sujets-là. C'est aussi des profils qui peuvent être parfois plus disponibles que des professionnels qui ont souvent des emplois du temps très chargés, notamment dans les métiers scientifiques et techniques. Donc voilà, on travaille beaucoup avec des étudiantes sur ces sujets-là et donc là, on est vraiment sur une phase, on va dire, de sensibilisation, faire découvrir les métiers, créer des modèles, déconstruire les stéréotypes. Donc ça, c'est, on va dire, un peu l'engagement historique de l'association qui travaille depuis une vingtaine d'années sur ces sujets-là dans la région, avec les différents acteurs, avec les différentes institutions. Et puis, on ne peut pas nier l'arrivée notamment des métiers du numérique dans les métiers de demain et puis qui sont un secteur d'activité qui est confronté aux mêmes problématiques que l'ingénierie notamment. Donc, on s'est spécialisé petit à petit aussi sur comment faire découvrir ces métiers, comment les rendre accessibles. Et ce n'est pas forcément facile de pouvoir les identifier quand on est jeune parce que voilà, on a un usage numérique qui est l'usage quotidien des réseaux sociaux ou de l'ordinateur, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, l'enjeu, c'est en fait d'en faire prendre conscience, nous, dans nos ateliers qu'on met en place. Donc, on a voulu aller un peu plus loin que cette phase de sensibilisation avec du témoignage dans les écoles en proposant des actions spécifiques pour faire découvrir les métiers par la pratique. Et donc, c'est l'action notamment avec laquelle on travaille beaucoup avec la CASMAT, qui est l'action Hello Web, qui est donc cette action, c'est un parti pris aussi dans le sens où on a parlé de l'intérêt de la mixité, notamment quand on veut parler des métiers, de montrer que ce n'est pas réservé qu'aux femmes ni aux hommes, mais les deux. Et là, nous, on a pris le parti pris sur l'action Hello Web de faire une action non mixte, c'est-à-dire que toutes les autres initiatives qu'on mène, on les fait en mixité dans les classes avec les garçons, les filles, pour déconstruire les stéréotypes et travailler sur ces sujets-là. C'est
important d'avoir les deux. Par contre, on considère quand même qu'il y a des moments où, quand on veut travailler spécifiquement sur certains thèmes, c'est intéressant aussi de faire des choses en non-mixité. Et donc, le programme Hello Web est pensé dans ce sens, c'est-à-dire que là, on réserve pendant une semaine, pendant les vacances scolaires, on accompagne 15 lycéennes à découvrir par la pratique ce que ça peut être que le numérique. Donc, on leur fait faire des ateliers thématiques, style des choses qu'on peut imaginer assez facilement, la création d'un site web, mais aussi on leur fait modéliser en intelligence artificielle un petit modèle d'intelligence artificielle. Enfin, on fait plein de petits sujets de découverte ludique. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elles sont uniquement entre lycéennes et on se rend compte que ça permet, dans un premier temps, de se sentir peut-être plus en confiance. Hein. Ça a été constaté, prouvé par plein d'études que quand on est en compagnie de garçons, dans la répartition de la parole, l'occupation de l'espace, c'est pas toujours la même chose, et que les garçons ont tendance à prendre beaucoup plus de place. Et donc, on se comporte pas de la même manière, et on constate du coup dans ces sessions que ça se passe aussi d'une manière qui est très, j'ai le mot en anglais, empowerment, mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe en termes de solidarité, de conscience sur les métiers. On parle beaucoup de mixité aussi avec les filles. Et l'idée derrière, c'est d'en faire des ambassadrices pour justement qu'elles aient conscience ensuite de ces enjeux-là et qu'elles se sentent libres d'exprimer leurs craintes, de parler de leur autocensure, etc. Donc, au-delà de faire ce travail de découverte, de pratique, de ludique, de connaissance, on a voulu dans le programme Hello Web aussi englober tous ces aspects plus généraux qui sont liés à ces enjeux de mixité. Et donc, Hello Web, aujourd'hui, c'est des semaines intensives qui ont lieu sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on fait des sessions à Grenoble, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne. Et là, on se rend compte que c'est une initiative qui fonctionne bien en termes de prise de conscience. On arrive en fait à faire venir des filles qui initialement ne sont pas forcément intéressées par les sciences. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on propose des ateliers pour aller plus loin sur la base du volontariat, on a des filles d'ingénieurs ou on a des filles qui bidouillent déjà ou qui vont déjà à la casemate ou qui font déjà des choses. Donc, à part renforcer une appétence présente déjà initialement, ce qui est déjà très bien parce qu'on sait qu'on peut aussi perdre l'intérêt au fil du choix de l'orientation jusqu'au lycée. Donc, c'est important d'avoir ces profils-là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une présentation des activités qui est assez vaste. Le numérique, ça veut dire beaucoup de choses. Et nous, on entend le numérique au sens large du terme, pas que uniquement au sens technique, au sens de la transformation digitale. Et donc, dedans, on propose des ateliers un peu communication digitale, création d'un logo, graphisme, etc. Et ça nous permet de faire venir des profils qui vont peut-être à la base être intéressés par le volet com ou par le volet commerce et qui vont découvrir pendant les semaines de stage qu'en fait, elles ont de l'appétence pour coder, pour l'intelligence artificielle, pour être ingénieur. Et donc ça, c'est là qu'on a une plus-value, je pense. C'est dans l'hétérogénéité des profils qui participent, dans le partage d'expériences des filles, dans l'entraide, parce que des profils plus éloignés avec des profils qui sont déjà un peu avisés vont s'entraider aussi sur les ateliers. Alors, ça rajoute une petite complexité dans la création d'un programme pédagogique, hein, bien évidemment, parce qu'elles ne sont pas toutes au même niveau. Et quand on veut faire une initiation au code ou à la programmation et que certaines ont déjà fait du Python à l'école et d'autres n'ont jamais entendu parler de code, il faut trouver les choses qui permettent d'adapter pour tout le monde. C'est là que ça devient peut-être plus compliqué parfois. Mais en tout cas, on voit que du coup, dans ces sessions-là, on a des prises de conscience, et c'est ça sur lequel je veux insister, c'est qu'on a des filles qui arrivent et qui, à la fin, nous disent j'avais pas envisagé les sciences, je pensais pas que c'était ça, les sciences, je pensais pas que être ingénieur, ça voulait dire ça, je pensais pas que le numérique, c'était ça, je me rendais pas compte. Et donc, je l'envisage maintenant, ou en tout cas, je vais continuer de me renseigner. Et nous, on intervient vraiment à cette phase-là, de prise de conscience. On n'est pas une formation, on est vraiment une prise de conscience. En tout cas, on se veut être à ce moment on choisit l'orientation et du coup,
on veut l'élargir au maximum et le permettre à toutes les filles d'envisager les possibles dans ces métiers-là. Et donc voilà, on a développé ça et aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche de pouvoir partager cette pédagogie, cette expertise qu'on a créée depuis 4 ans sur ce programme. Donc on a essaimé le programme sur la Normandie, là, dernières vacances scolaires. Ça a été super bien reçu aussi sur ce territoire et on s'adapte à chaque fois aux acteurs locaux aussi pour permettre aux filles après de découvrir les structures sur leur territoire en lien avec la médiation scientifique, notamment la casemate. On fait venir les filles dans la casemate pour leur faire découvrir à Grenoble des lieux ressources sur ces sujets-là. Donc là, aujourd'hui, notre démarche, elle est plutôt de partager un peu ce qu'on a pu mettre en place auprès d'acteurs, d'actrices qui ont envie de travailler sur le sujet en mettant en place voilà, des partenariats sur de nouveaux territoires. Donc, il y avait pas mal de personnes là qui viennent aussi d'horizons différents qui sont sur cette matinée avec nous. Et donc, si c'est des sujets qui vous intéressent et en fonction de où vous êtes, on peut voir comment on peut travailler ensemble sur ces sujets. On est vraiment ouvert à partager ce qu'on fait pour permettre à davantage de jeunes d'en profiter. Donc, voilà un peu moi ce que je pouvais vous dire ce matin. Merci beaucoup, Julie. Ouais, et on voit effectivement l'impact qui est réel sur les jeunes filles. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de questions vraiment passer, donc je vais en profiter, je vais réagir moi-même. Du coup, en fait, tout ce que tu parles, enfin, ce que tu as présenté à travers HelloWeb, ça rejoint à nouveau en fait une notion qui s'est développée dans une des études dont j'ai parlé, qui est Spire, c'est donc une de ces études du Royaume-Uni, qui est une nouvelle façon en fait d'essayer d'intéresser les jeunes filles, enfin les jeunes filles, les personnes en général, aux sciences. C'est-à-dire que avant on pouvait peut-être se dire on va faire des sciences avec elles. Et puis, c'est juste, on fait des sciences et puis un jour, elles vont s'intéresser aux métiers ou leur présenter les métiers ou montrer que les hommes et les femmes sont égaux, alors que bon, ce n'est pas forcément vrai selon les points de vue. Et en fait, l'approche qu'ils ont développée, c'est plus exactement ce que tu disais, c'est voir les choses de façon globale. Et c'est la construction d'un capital science. Donc, ce n'est pas une construction de connaissances scientifiques, mais d'un capital science qui est en fait plus que ça. C'est peut-être les connaissances scientifiques que chacun a, mais aussi tout ce qui est autour de ça, en fait, et comment les sciences vont s'intégrer dans le quotidien. Alors, ça peut être, par exemple, avoir une famille ou des relations qui parlent un peu de sciences. C'est peut-être parler des sciences dans la vie quotidienne, c'est peut-être aller voir des reportages, connaître des lieux ressources et des choses comme ça. Et ça fait aussi que c'est pas seulement, voilà, c'est contextualiser les sciences, en fait, les contextualiser et donner un petit peu de matière autour. Et ce que ça dit aussi, c'est de ne pas considérer forcément seulement les jeunes femmes, mais aussi considérer plus un petit peu tout le monde, mais en visant les jeunes femmes. Concentrer ses efforts aussi sur les communautés défavorisées. Donc ça rejoint aussi ce que disait Féroze en disant, des fois on est une femme et on peut être aussi une femme dans des milieux défavorisés. C'est aussi faire le lien avec ce qui intéresse individuellement les personnes. Donc, tu le disais, peut-être qu'une jeune femme qui va s'intéresser plutôt à la communication et avoir envie d'être chargée de communication, on va lui montrer, en fait, à travers ce qui l'intéresse, que finalement, dedans, il y a aussi des sciences. C'est peut-être aussi montrer que dans toutes les professions qu'on peut imaginer, il y a des compétences ou des outils qui sont des compétences ou des outils scientifiques. L'analyse ou ça peut être n'importe quoi qui vont se rapprocher des sciences. Et c'est comment, en fait, on va prendre en compte voilà, ce qui existe dans la vraie vie ou les choses qui intéressent. Et on va les raccrocher petit à petit en ouvrant les esprits sur, tiens, finalement, ça, ce que tu aimes faire, il y a des sciences dedans et on peut te montrer comment développer un petit peu cette appétence-là. Voilà. Je ne sais pas si parmi les participants, il y a des réactions ou même parmi les intervenants sur ce qui a été dit.
ou des choses en particulier sur lesquelles vous souhaitez revenir? En fait, moi, j'avais une question pour Farouz sur cette exposition des femmes XXL. Sur la question des modèles des femmes. Et j'ai passé des années en Allemagne, j'ai fait mes postdocs là-bas. Et j'ai commencé un blog, j'ai commencé à interviewer des femmes, des mathématiciennes et seniors, et justement pour parler de leur vie académique. Et, et en fait, tout au départ, c'était très difficile de trouver des femmes de trouver des femmes qui soient prêtes à me parler. Et c'était pas juste à cause de mon expérience, ma manque d'expérience, c'était vraiment le fait que quand je leur disais de role models, parce que je leur parlais en anglais, tout de suite, j'avais cette réaction de non, je suis pas un role model, non, quelle honte, non, je suis juste, voilà, une chercheuse normale, je suis pas role model, je ne veux pas qu'on me regarde comme ça. Et il y a eu aussi des situations où on m'a dit carrément non, je ne veux pas qu'on me voit comme ça. Et comment vous avez fait dans votre expérience pour gérer Alors, ça? j'aimerais te dire deux choses. D'abord, j'aimerais témoigner d'une expérience avec une collègue en Allemagne, parce que tu parlais d'Allemagne. Et puis après, je répondrai à ta question de comment on a fait pour avoir des ambassadrices. Voilà. D'abord, en Allemagne, j'ai une amie qui a fait de la physique avec moi, qui a fait son doctorat dans le même laboratoire que moi. C'est une physicienne et qui est allemande et qui est rentrée à Berlin après avoir fini sa thèse ici à Grenoble et qui a eu une carrière totalement chaotique parce qu'elle c'était une femme. Donc, elle a eu énormément de mal à avoir un poste quelconque, même un postdoc en Allemagne. Donc, elle est passée de laboratoire en laboratoire, etc. Puis, à un moment, ils l'ont embauchée comme assistante, enseignante-chercheur, on va dire, voilà, enseignante-chercheur dans une école d'ingénieurs. Et elle a eu 2 enfants en Allemagne, une 3e en France, puisqu'elle est revenue. Elle a eu 2 enfants en Allemagne en cachette. Parce que, en cachette, je vous le jure, en cachette. Donc, en fait, lorsqu'elle était enceinte, elle a pris des congés quand elle a commencé à avoir le ventre qui grossissait pour ne pas montrer qu'elle était en train de faire un enfant. Et pendant sa grossesse, elle a caché au maximum. Et c'était vraiment une expérience très, très, très traumatisante pour elle. Elle l'a fait une 2e fois quand sa 2e fille est arrivée. Et finalement, au bout de 15 ans, elle a essayé de partir. Donc, elle est partie et elle a la chance d'avoir un poste de professeur à l'Université de Grenoble, puisqu'elle connaissait Grenoble, elle connaissait les gens à Grenoble. Voilà. Donc, il y a des pays où on n'a pas envie de se montrer, on n'a pas envie de se mettre en avant comme t'es mathématicienne. Et être rôle modèle en Allemagne, oui, bon, restons tranquilles, on ne se montre pas. Déjà qu'on a la chance d'avoir le poste qu'on a. C'est un peu ça. Hein. Après, pour la future expo à Grenoble, on a choisi de ne pas demander aux institutions, aux organismes, etc., de nous désigner des personnes. Parce que là, vous comprenez tous très bien qu'à un moment ou un autre, il y aura des vedettes, toujours les mêmes, qui vont être imposées pour avoir leur profil, et on va finir avec des Marie Curie, 20 Marie Curie, ça ne sert à rien. Donc, du coup, on a choisi la méthode qui a été choisie, je crois, en Île-de-France. Il me semble qu'en Île-de-France, ils ont fait un appel à candidature. Donc, on a fait un appel à candidature et on a eu 87 candidates. Donc, voilà. Et on s'est vraiment basé sur
nos partenaires académiques, c'est-à-dire le CNRS, l'UGA, l'INP, l'INRIA, qui ont relayé l'information auprès des étudiants, auprès des chercheuses, auprès des entreprises. Enfin, ils ont relayé de manière vraiment très, très, très large, de manière communicante à l'ère du 21e siècle, Twitter et tout et tout. Et on a eu 87 candidatures, dont je dirais 80% sont plutôt jeunes, plutôt moins de 40 ans. Voilà. Donc, ça sort un petit peu de ta catégorie de mathématiciennes, bien avoir leur poste, qui ont un peu des a priori sur ne pas se faire voir, etc. Et à la fin, comme on avait de l'argent juste pour 20 ambassadrices, on aurait aimé prendre les 87 parce que c'était des dossiers, toutes d'excellents dossiers. Franchement, c'était magnifique. Hein. C'est un large panel de tous les métiers du bassin grenoblois. Et des organismes, et voilà, du médecin à la littéraire, à la criminologue, voilà, il y avait des SHS, des mathématiques, des physiques, voilà. Et on a dû faire une petite sélection sur les 87 en mettant en avant au moins une personne d'un certain métier, surtout, et faire une petite balance, parité sur les organismes, etc. Voilà comment on a réussi à avoir 87 candidatures. C'est quand même énorme. Ouais, le plus dur, ça a été de les choisir après. Voilà, ça c'était assez extraordinaire. Oui. Ça a pris des mois. Hein. Cet aspect d'âge, peut-être, ça, c'est une L'aspect nouvelle de l'âge, je génération. pense, oui. Il est dû au fait que, Qui c'est un peu ce que tu disais, si tu t'es adressé à des mathématiciennes bien établies, j'imagine qu'elles ont plus de 40 ans. Quoi. Oui, Donc, oui. on est bien établi, voilà, on n'a pas trop envie de faire des vagues. Oui, justement. Oui, On a fait cette carrière, on s'est... Pour ceux qui ont vu Future Scientist, c'est un peu ça. Je veux dire, il y a certaines qui ont été voilà, dans cette catégorie d'âge, au-delà de 40 ans, 50 et même 60 ans, qui ont commencé à réagir, mais très peu. Je veux dire, certaines sont parties, mais voilà. Quand on est bien établi, on n'a pas envie de faire des vagues. Je crois que c'est un peu ça. Et puis, on est au 21e siècle où les femmes, elles connaissent un peu leurs droits, elles savent, elles connaissent la situation et on n'a pas eu de mal à les atteindre. Et même les étudiantes, même les doctorantes ont candidaté. Donc, c'est extraordinaire, c'est formidable. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Après, on a eu un peu de mal à avoir, une fois qu'on a fait notre liste des 20 ambassadrices, avant de les déclarer ambassadrices, on est revenu à elles en disant, bon, on vous a sélectionné, est-ce que vous êtes d'accord? Et là, elles ont pris un peu de temps pour réfléchir. Parce que, voilà, je m'engage quand même à montrer ma mine, de faire un peu de la publicité autour de moi. Et puis surtout, quand on est ingénieur et technicien, on a son chef de service, on a son institution, l'organisme de tutelle. Alors, comment ça se passe? On pose une question, comment ça se passe? Est-ce que j'aurai l'autorisation d'aller participer? Justement, l'idée, c'est de ne pas juste se faire photographier, de raconter son histoire et son parcours, c'est aussi d'accompagner son profil et de venir témoigner, en particulier devant les jeunes. Donc, il y a eu une petite hésitation, mais voilà, on les a rassurés parce que les organismes qui nous accompagnent, le CNRS, l'UGA et autres, ont dit qu'au cas où il y aurait un quelconque problème, elles étaient là pour s'assurer que ça se passait bien avec les autorités de tutelle. Oui, c'est important aussi. Merci. Ok. Alors, il y a deux autres questions que je pourrais aborder, mais peut-être que parmi vous, il y a aussi des personnes qui mènent des projets dans ce sens-là, notamment au CNRS ou dans d'autres structures. Si vous avez envie de partager votre expérience ou quelques petites actions même que vous mettez en place dans vos structures, n'hésitez pas.
j'ai vu qu'il y avait des personnes, je vais les désigner, de l'association Trace. Je sais qu'elle travaille pas mal sur ces sujets d'inclusion ou chez Universcience ou au CNRS. Voilà, voir comment ça se passe aussi dans d'autres structures, ça peut être très intéressant. Moi, il y avait aussi une question par rapport à ça. Voilà, ça y est, super. on a Anne-Laure, c'est ça? Ouais. Je vous donne la ça y est, parole. j'ai le temps d'allumer mon micro. Super. Oui, bonjour. Moi, je suis Anne-Laure Carrier. Je travaille à la métropole de Grenoble au sein de la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Donc, on n'est pas un organisme scientifique. Par contre, on essaie de soutenir des projets qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on est sur tout type de thématiques de manière générale. Par contre, à partir de cette année, vraisemblablement, on va avoir un accent un petit peu plus fort sur les questions scientifiques, puisque notre conseillère, notre élue référente, conseillère métropolitaine déléguée, est Corinne Lemarié, qui se trouve être aussi la présidente de la CASMAT et de l'EPCC-CCSI. Du coup, elle tient à faire se rencontrer ces deux aspects-là. Et nous, du coup, on est très intéressés par le fait de soutenir, de valoriser des projets qui tournent autour de ces questions-là, que ce soit en direction d'un public adulte ou aussi en direction d'un public jeune. Et on lance notamment chaque année un appel à projet qu'on appelle Jeunes pour l'égalité, qui s'adresse à des jeunes qui ont entre 7 et 26 ans, qui peuvent être seuls, qui peuvent être en groupe, qui peuvent être accompagnés par une structure. Donc forcément, à 7 ans, en général, ils sont accompagnés par une structure d'animation, de loisirs. Éventuellement, des fois, c'est leur famille aussi qui les accompagne. Et puis, plus ils grandissent, plus ils sont autonomes. Des fois, ce sont des jeunes adultes qui créent eux-mêmes leur association, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les soutenir financièrement, les accompagner dans la construction du projet et ensuite dans la valorisation de leur projet. Ça peut être des expos, des vidéos, des podcasts. Enfin, c'est vraiment très, 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 très ouvert comme type de projet. Et on est en train de se dire que celui de l'année prochaine, on mettrait bien un accent justement sur les questions de mixité des métiers ou de sciences. Alors, on ne s'est pas encore complètement calé, mais l'idée aussi à travers cet appel à projet, c'est un peu ce que vous disiez à plusieurs reprises sur le côté des rôles modèles, mais des rôles modèles accessibles, et puis des gens qui ne sont pas très loin de nous, sur lesquels on peut facilement se projeter. Et l'idée de cet appel à projet, c'est justement que ce soit des jeunes qui fassent des projets qui permettent de sensibiliser d'autres jeunes aussi. Et donc voilà, donc je pense que c'est des choses sur lesquelles on communiquera un petit peu plus tard, puisque l'appel à projet en général est lancé en septembre. Donc on va laisser mûrir un petit peu. Moi, je viens aussi à différents endroits ouvrir les oreilles, repérer aussi peut-être un peu des personnes qui peuvent être ressources. Mais si vous voyez autour de vous des jeunes qui ont entre 7 et 26 ans, donc c'est très large, mais qui pourraient avoir envie de porter quelque chose en petit groupe, avec le soutien d'une association, pour partager leur intérêt pour les sciences et montrer que quand on est une fille ou quand on est un groupe de filles, on peut s'orienter vers ce type de métier-là. Ou qui ont envie de dénoncer des inégalités, de faire avancer les choses. N'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on échange aussi sur cette question. Voilà. Super. Ouais, bonjour, je me permets de prendre la parole. Donc, moi, je suis Catherine de Mathéis et je suis responsable de la communication à Toulouse. Oui. Et donc, bonjour Férouz, puisqu'elle a beaucoup parlé de la science AXXL, donc qui est née à Toulouse, hein, dans mon service, à l'occasion de la grande opération le grand congrès interdisciplinaire européen ESOF,
Mais en fait, c'est venu aussi de l'idée, et je rejoins absolument tout ce qui a été dit, de présenter des modèles de femmes, donc de permettre à des jeunes filles de s'identifier, de se dire « waouh, elle travaille là-dessus, waouh, elle fait ça, waouh, son métier, c'est ça ». Et donc, nous, avant XXL, on avait, donc depuis 5 ans maintenant, un cycle de café qui s'appelle Femmes en Sciences, et qui présente donc en vrai, en chair et en os, des femmes qui viennent parler de leur parcours. Et justement, ça rejoint tout ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est des femmes qui ont des parcours, alors bon, ce sont des scientifiques, bien sûr, c'est 10 ans d'études, c'est des postdocs, etc. Mais il y en a aussi qui ont commencé par une école d'ingénieur, qui ont ensuite bifurqué, il y en a qui ont commencé dans une discipline et qui se sont orientés dans une autre. Donc voilà, donc c'est donner plein d'idées, et aussi de présenter des ingénieurs, donc des ingénieurs et des techniciennes. Cette année, par exemple, dans le cycle, on a une assistante ingénieure en biologie végétale, une ingénieure sur des manips qui vient d'avoir le cristal du CNRS, donc elle est remarquable, mais nous, on l'avait pas, voilà, on l'avait seulement identifiée parce qu'elle faisait des choses qui étaient chouettes avec les lasers. Et donc, voilà, donc XXL, ça a été un peu un aboutissement déjà de présentation de ces femmes, et peut-être après XXL, ce que je trouve intéressant au-delà de la déclinaison de tous mes collègues de délégation qui, avec Femmes et Sciences, se sont emparés du projet, et j'ai mis les villes là, qui sont en train de développer l'exposition, c'est qu'autour de ces portraits, on fait des rencontres. Et donc, elles rencontrent des femmes en vrai à nouveau, et ça crée des rencontres, donc elles vont dans les établissements scolaires, on rassemble des élèves pour leur présenter ces femmes de la science à XXL, et puis entre elles et avec nous, il y a un vrai réseau féminin qui s'est créé à Toulouse, et ça c'est super, parce que nous on a quand même, donc on est plusieurs partenaires maintenant avec le Quai des Savoirs, que vous connaissez, donc du coup le 8 mars on est tous ensemble pour montrer des femmes. Et cette année encore, hier, on était avec Marina Léonard à la radio pour parler des femmes scientifiques sortent de l'ombre et présenter les dictatons avec la CASMAP. Donc, ce que je veux dire là, c'est que les réseaux féminins, c'est pas tellement notre tasse de thé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas le temps, etc. Et bien, si, il faut vraiment s'investir là-dedans et faire entre nous, entre femmes, ça crée une dynamique qui est extrêmement porteuse, et je finirai juste sur un petit clin d'œil, mais que je trouve hyper chouette, c'est qu'avec le Quai des Savoirs, on a quand même réussi à faire baptiser l'allée du lieu où se trouve le Quai des Savoirs du nom de Mathilda, parce que l'année dernière, on a travaillé sur l'effet Mathilda le 8 mars. Donc je pense qu'il y a toutes ces initiatives, elles ont un intérêt majeur, c'est de réunir des gens, de fédérer des communautés féminines. Du coup, là, on a vu hors de Toulouse, et donc on adore cette idée de pouvoir être avec d'autres régions, et de rassembler des femmes qui œuvrent toutes pour le même objectif. Voilà, donc je vais juste témoigner de ça. Vous avez muté votre micro. On n'a pas entendu la fin. Voilà, c'était un remerciement d'avoir proposé. Merci. Ouais, merci aussi à toutes les deux pour le témoignage. Et il y a Férouz qui veut réagir. Oui, je voudrais juste réagir à ce que dit Catherine au sujet de donner un nom. Et ça m'a fait un déclic, parce que je ne sais pas combien parmi vous savent qui est Marie-Louise Paris, qui a son nom à une des stations de tram de Grenoble, direction Oxford. C'est la station juste avant Oxford, le terminus, pour les Grenoblois, oui. sur le polygone scientifique. Et juste pour vous signaler que Marie-Louise Paris est un nom d'une femme scientifique grenobloise, née à Grenoble quand même, qui a monté, je crois, si je me rappelle bien, l'ENS Paris, qui a été la première directrice. Et c'est un nom qui a été proposé à la mairie de Grenoble lorsqu'ils ont, ils ont eu cette initiative de demander des noms de femmes pour baptiser ou débaptiser certaines rues. Et finalement, uniquement des artistes ou des résistantes ont été retenues. Et
la liste est quand même restée à circuler quelque part, j'imagine. Hein. Et un jour, on a appris par la CEMITAG que le nom de Marie-Louise Paris a été donné à une station de tram. Donc, on est extrêmement heureuse d'avoir été influente à Parité Sciences Grenoble sur le choix du nom le baptême d'un tram à défaut d'une rue. Voilà, d'une scientifique en tout cas. Du coup, si je peux juste reprendre la parole 2 minutes, parce que ça me fait penser, voilà, au fait que donc nous, avec Femmes et Sciences, justement, on a rencontré les élus parce qu'on a une 3e ligne de métro qui arrive à Toulouse pour leur mettre sous le nez des listes de femmes scientifiques. Parce que, comme tu le dis, en fait, si on ne le fait pas, ils n'y pensent pas. C'est juste ça, c'est ce qui se passe dans les congrès, pour les journalistes, etc. C'est-à-dire que les femmes, elles sont bien là, mais on ne pense pas qu'elles sont là. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça demande quand même d'œuvrer vraiment, de faire du lobbying, quoi, tout simplement. Et à Toulouse, la Science Taille XXL, ça s'est aussi accompagné d'un parcours dans la ville organisé avec Femmes et Sciences, où on a cherché des noms de femmes scientifiques ayant donné leur nom à des rues de Toulouse. Donc, inutile de vous dire qu'il y en a 5 sur les milliers de rues de Toulouse. Voilà, femmes scientifiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contourné le problème. On a créé, avec l'Office du tourisme, un parcours dans la ville. Et on a 6 stations scientifiques liées à une discipline scientifique, par exemple la botanique, par exemple les mathématiques. Et donc, pour faire court, on s'arrête avec les gens, donc avec le groupe, on s'arrête devant le lycée Fermat. Et là, on explique qui est Fermat, mais on dit que Fermat, il aurait tout aussi bien pu être remplacé dans le nom de ce lycée par Émilie Duchâtelet ou Sophie Germain, qui avaient apporté aussi en leur temps des avancées significatives en France. Et on fait ça sur 6 parcours, 6 stations. Et on a évidemment trouvé des choses à dire. Et les gens sont quand même assez estomaqués d'apprendre. Et ça les acculture aussi à des noms de femmes qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, et qui du coup ne peuvent pas être des modèles. Et qui ne sont pas Marie Curie, parce que Marie Curie, oui, évidemment. Voilà, donc c'est la petite anecdote toulousaine. Oui, effectivement, c'est un peu une attention de tout instant qu'on doit avoir un petit peu à tous les niveaux, de se dire, est-ce qu'il y a des stéréotypes qui sont utilisés? Est-ce qu'il y a des représentations qui sont données qui sont pas les bonnes? Il y avait une action comme ça, je ne sais pas dans quelle ville, où en fait, toutes les noms de rues avaient été rebaptisés. Bien sûr, c'était une action aussi de lobby pour montrer que c'est le cas, qu'il y a trop d'hommes, où on collait des noms de femmes sous chaque nom de rue pour en faire prendre conscience aux gens. C'est ce que vous dites, quoi. C'est qu'il y a des gens, ils n'y pensent même pas. Et on le fait au quotidien. On en parlait hier au lancement de l'éditaton sur Wikipédia, de la façon dont on parle et dont on écrit sur les femmes. Et il y a des recommandations, d'ailleurs, il y a une page Wikipédia qui donne des recommandations sur comment écrire sur les femmes. Et par exemple, il y a quelque chose de tout simple dont j'ai pris conscience hier et que je n'en avais pas conscience, c'est que dans les personnalités, par exemple, publiques, on a tendance à appeler un homme par son nom de famille et une femme par son prénom. Donc, par exemple, on va dire Sarkozy pour Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, on va dire Ségolène. Et effectivement, il y a plein de petites choses comme ça dont il faut prendre conscience finalement. Et pour revenir sur les noms de femmes, au CNRS à Toulouse, par exemple, on a débaptisé tous les noms de réunion et on les a rebaptisés avec des noms de femmes scientifiques. Et on a fait une petite bio qui est sur la porte. Et franchement, ça a soulevé aucun sujet, quoi. Et maintenant, tout le monde appelle ces salles de réunion par Sophie Germain, Émilie Duchâtelet, Jacqueline Auriol. Et on a pris des femmes plutôt toulousaines, des femmes de l'aviation, de l'aéronautique ou des mathématiciennes. Et je pense que ça passe par des petits pas de tous les jours. En fait, on est des colibris et il ne faut pas lâcher. Oui, puis j'irai même plus loin. C'est vrai qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'actions qui sont prises et à tous les niveaux. Donc, au niveau des centres de sciences, les structures de recherche, les associations, les collectivités. Et qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble, à échanger, je pense, régulièrement pour s'enrichir et s'appuyer les uns sur les autres pour chacun à son niveau, faire progresser un petit peu et se compléter, en fait, pour agir un peu partout. Parce qu'il y a 2 niveaux, il y a le niveau de terrain et le niveau institutionnel. Donc, c'est important. Hier,
je râlais auprès de mon délégué régional en lui disant qu'il y a eu 3 nominations importantes au CNRS ces dernières semaines et c'est 3 hommes. Et donc, le PDG est entouré que d'hommes et je trouvais que c'était très incohérent avec la mission pour la place des femmes, le plan d'action qui vient d'être lancé. Donc, je faisais part de ma colère. Et en fait, il me disait que oui, c'était comme ça, mais qu'il fallait quand même continuer à œuvrer sur le terrain parce que c'était le terrain qui faisait changer les choses. Donc, ça m'a un peu réconfortée, pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais, j'avais vu un tweet de Féroce passer aussi qui dénonçait, il y avait eu une remise de prix ou quelque chose, ou un conseil, je ne sais plus, avec que des hommes. Et effectivement, quand on leur fait une petite pique, ah bah là, vous avez que des hommes, faites attention. Bah, peut-être que la prochaine fois, ils l'entendront quand même, surtout quand les réactions sont publiques. En fait, Oui. je réagis un petit peu à une décision qu'on a prise de manière informelle au niveau de l'association Femmes et Sciences à dénoncer. Et donc, dès qu'on voit une image où il n'y a que des hommes, on dénonce. Quand évidemment, c'est approprié. Quand on montre les prix de cette année de l'innovation, que des hommes, forcément, que des hommes. Quand on parle de la technologie de l'hydrogène, on montre... alors, il y a des gens qui se prennent en photo parce qu'on parle en France de la technologie de l'hydrogène, comment on va faire les projets, etc. Il y a que des gens costumés avec des cravates. Donc, moi, ça me hérisse. Donc, du coup, je tweete tout de suite. Ah oui, comme d'hab. Mais je pense qu'il doit y avoir réellement un impact. Il y a Anne-Laure qui voulait aussi réagir. Oui, bah, c'était justement à ce propos-là, c'est que récemment, j'ai eu plusieurs collègues ou plusieurs réactions autour de panels uniquement masculins dans différents domaines. Alors, il y en avait un, c'était plutôt la géopolitique, l'autre, c'est autour des questions climatiques, de se dire, ben voilà, en fait, on se rend compte qu'on n'a que des hommes, mais on n'identifie pas de femmes scientifiques locales à qui on pourrait faire appel pour participer à ce comité scientifique, etc. Et là aussi, je pense localement, ce serait peut-être intéressant aussi de décliner quelque chose comme Les Expertes, qui est un site au niveau national qui essaye de recenser des femmes à qui on peut faire appel parce qu'elles sont expertes dans leur domaine. Parce que pour des personnes, enfin, dans mon entourage à la métropole, pour des personnes qui sont de bonne volonté mais qui ne connaissent pas le milieu scientifique local, la première intention, c'est d'aller vers la personne qui est déjà la plus connue. Et la personne qui est déjà la plus connue, c'est un homme. Et voilà, il y aurait besoin de pouvoir leur dire, attends, dans tel domaine, voilà la liste des personnes qui localement, des femmes qui localement travaillent sur cette question. Je vais enlever ma petite main. Tout à l'heure, je me suis plantée, j'ai mis les applaudissements, ce n'était pas du tout volontaire pour dire bravo Anne-Laure, tu as fait super intéressant. On a une question de Tania dans le chat qui dit justement il faut faire venir les femmes mais ensuite il faut les accompagner. Et quelles ressources on peut donner à des femmes scientifiques confrontées à des situations professionnelles douloureuses pour les aider à gérer et à anticiper. Et qui fait aussi remarquer que le contre-pied des panels masculins, c'est que ce matin, on a très peu d'hommes qui suivent les échanges. C'est vrai. C'est Constanza, tu voulais réagir? Oui, en fait, je voulais juste faire un commentaire avant de la... Oui. C'est lié à la question de Tania, justement, parce que, en fait, quand on veut... Je ne sais pas comment il est l'approche pour inviter les collégiennes, les filles à des carrières scientifiques. Mais si, par exemple, si quelqu'un me demande d'aller dans un cours, dans une classe, il y a des aspects de la carrière je pense qu'il ne faut pas cacher, qu'il y a plein d'obstacles, qu'il y a plein de frustrations. Mais ça, c'est égal pour tout le monde. La carrière scientifique, il y a plein d'échecs. Il y a tous les petits progrès se font sur la base de plein d'échecs. Et donc, il faut, moi je pense, et c'est ce que j'essaie de faire avec mes illustrations, c'est de aussi montrer, peut-être parfois avec un peu d'humour, et ces côtés où rien ne marche, où on se désespère, et qui est souvent aussi un aspect douloureux de ces parcours. Et, parce que c'est une activité créative.
Donc, comme toutes les activités créatives, il y a ces côtés où c'est très personnel. Et donc, et en fait, c'est lié aussi à Julie, elle a mis le Wikipédia les tests de Bechdel. Alison Bechdel, c'est une dessinatrice des BD, justement. Elle fait de la BD d'une façon très personnelle. Et je pense que la BD et l'illustration se prêtent beaucoup pour traiter des sujets délicats, des sujets qui sont très conflictifs ou des tabous, comme justement ce que Tania elle mentionne. Tania elle demande quelles ressources peut-on donner à des femmes scientifiques confrontées par des situations professionnelles douloureuses. Ça arrive très souvent et je pense qu'on ne parle pas assez de ça. Et ensuite, pour vraiment contribuer à quelque chose à la réponse à Tania, en fait, dans mon expérience, j'ai eu une très bonne expérience à la dernière université où j'étais, à Düsseldorf. Ils ont créé un réseau, ils ont créé un groupe où il fallait candidater, qui donnait des entraînements en médiation des conflits, en se valoriser, gérer les étudiants, comment gérer des situations compliquées au travail. Dans le milieu, c'était géré par l'université, donc c'était vraiment dans les milieux scientifiques pour des gens comme un certain niveau, maître des confs, postdoc, un truc comme ça. Et c'est la première fois que je vois une action qui a un vrai impact, que je trouvais que c'était vraiment un truc qui marchait, et c'était très positif. Ailleurs, dans les autres universités où j'ai été, j'ai aussi bougé pas mal, j'ai toujours vu en Allemagne ces programmes de mentorat, mais que c'était juste des mentorats sur le papier. C'était vraiment pas un truc réfléchi. Mais voilà, et je pense que, je sais pas, ici en France, je n'ai pas vu des choses pareilles, des réseaux ou mais un truc institutionnel qui disent aux doctorantes, écoutez, on va vous aider, on va vous entraîner, on va vous accompagner. Et je pense que c'est très nécessaire. De plus en plus. J'ai parlé du mentorat, c'est exactement ça, le mentorat. Oui, mais comment on le fait? Parce que justement, en Allemagne, je l'ai vu à Munich et à Bonn, il y avait un programme de mentorat, mais qui était... Moi, j'étais postdoc et j'avais un rendez-vous par an. C'est juste qu'on attribue une femme et puis tu la vois de temps en temps et voilà. Mais voilà. c'est pas vraiment... Oui, justement. Là, en fait, c'est plus comme une formation continue qui est donnée au même titre qu'une formation en médiation scientifique ou je ne sais quoi. Oui, ça serait très différent. Faire un mentorat où il y a une vraie relation, un vrai rapport, je pense que ça, c'est beaucoup plus important que juste faire un mentorat pour cliquer tu vois, une liste. Oui, on a un programme de mentorat. Où je l'ai vu aussi à Bonn, des professeurs, des femmes qui étaient assignées à ces programmes, mais ils n'avaient vraiment pas l'envie. Comme on parlait tout à l'heure. Ici en France, je ne sais pas s'il y a un programme de mentorat partout, si c'est répandu, ces systèmes. Alors, excuse-moi, je reprends parce qu'elle parle de quelque chose sur lequel j'avais insisté au début. Le mentorat est quelque chose qui a été mené dès le départ, de manière intermédiaire. En France, il est arrivé un peu tard, vers les années 2014-2015, mais beaucoup d'universités ont pris le relais, en particulier à Montpellier, à Île-de-France, c'est ce que j'avais dit. Et ça ne consiste pas juste à rencontrer une personne une fois par an. Ça consiste vraiment à gérer, à s'entretenir tous les mois, à regarder les propositions d'embauche pour les postdocs, à accompagner les doctorants dans leur recherche d'embauche, etc. C'est vraiment quelque chose de sérieux qui a été pris en tout cas pour certaines universités. Moi, je peux témoigner que dans mon laboratoire, plus localement, c'est un laboratoire de 200 personnes, les doctorants ont tous un mentor
et quelqu'un qui gère les mentors, c'est-à-dire qu'en fait, qui va discuter avec les mentors et il va leur dire alors, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien avec le directeur de thèse? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Après, il vient discuter avec les directeurs de thèse. Moi, j'ai été confrontée à ça. J'ai eu un étudiant un doctorant qui a failli partir parce qu'il était fatigué. Il était vraiment dans une condition très, très mauvaise. Pendant 6 mois, je ne l'ai pas vu venir. Et donc, j'ai déclenché cette procédure parce qu'il y avait une procédure avec les mentors, etc., avec ce circuit. Et j'ai déclenché cette procédure pour le faire revenir et le rassurer qu'il pouvait continuer son doctorat. Donc oui, il y a des choses vraiment qui se sont mises en place, un peu tardivement par rapport aux autres pays, mais ça existe vraiment, en tout cas dans les laboratoires et dans le monde académique. Après, dans le monde professionnel, je ne sais pas. Et je voulais quand même réagir parce que j'ai levé la main, excusez-moi. Je ne sais pas qui a parlé de comment accompagner les femmes lorsqu'elles sont en difficulté. Et est-ce que des choses existent, en particulier des associations comme les nôtres, est-ce qu'elles ont un pouvoir, une action ou quoi que ce soit? Officiellement, non, elles n'ont pas un pouvoir, mais elles peuvent quand même accompagner des personnes en difficulté. Et je peux juste vous faire un témoignage. Vous avez peut-être déjà entendu parler du procès au Prud'homme qui s'est déroulé à Grenoble avec des femmes de ST Microélectronique. Donc, mes collègues juste en face, je vois leur bâtiment ici. Et c'est une histoire assez triste parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un document qui n'aurait pas circulé, qui a circulé à tout le monde, un Wikileaks, je ne sais pas qui l'a fait circuler, et elles se sont rendues compte qu'elles étaient moins bien payées à carrière égale et à prestations égales dans l'entreprise. Et donc, une bonne moitié de ces femmes, pas toutes, ont porté plainte au Prud'homme. Et il y a eu vraiment quelque chose de très long, parce qu'aller au Prud'homme, ce n'est pas juste une petite histoire, hein, ça a pris quand même 1 ou 2 ans. Et nous, à Parité Sciences, on les a accompagnés, en tout cas moralement, parce qu'on n'a pas un pouvoir de justice, on n'a pas un pouvoir d'avocat, on n'a rien d'autre, mais on les a quand même accompagnés. Donc oui, on les a accompagnés, on les a conseillés. Et elles ont perdu au Prud'homme, mais elles ont fait appel. Donc, l'histoire n'est pas encore finie. Voilà, donc juste un petit exemple de, oui, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour accompagner les femmes dans les métiers? Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des femmes, enfin, on était avec Constanza, on a assisté à un workshop il n'y a pas très longtemps international. Il y a des femmes qui ont vraiment besoin après d'assistantes psychologiques. Enfin, là, c'est quand ça va vraiment de très très loin dans des situations de harcèlement, dans des situations comme ça. Où c'est plus voilà, un accompagnement professionnel. On arrive à 11h. Alors, on n'a forcément pas du tout abordé tous les aspects de ce thème qui est très large, qui, voilà, on l'a vu, qui fait imbriquer différents aspects, différentes structures, les âges aussi pour accompagner les femmes à travers toute leur carrière. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais compiler un certain nombre de ressources qu'on a abordées aujourd'hui et puis d'autres ressources aussi qui existent. Je pense notamment à plein de boîtes à outils qui ont notamment été développées dans le cadre de projets européens. Je pense à Hypatia, par exemple, ou d'autres qui sont des guides qui s'adressent parfois à des publics différents, à des publics académiques, des enseignants ou des structures culturelles, mais en tout cas qui donnent des pistes parfois très concrètes. Par exemple, vous avez à Femmes et Sciences un atelier sur les stéréotypes, sur comment est-ce que le choix d'un jouet peut être anodin ou pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent sur le sujet, de ressources, d'outils, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités si on n'est pas du tout impliqué dans ce genre d'action, de s'y impliquer et de commencer à aussi agir à notre échelle. Donc, moi, je vais compiler un petit peu tout ça. Je vais vous envoyer des ressources par mail et puis je vais aussi écrire un article suite à cette rencontre sur Écosciences qui permettra aussi de donner plus de visibilité à ce sujet très intéressant.
Et je vous remercie, en tout cas tout le monde, en particulier bien sûr Constanza, Férouz et Julie pour vos interventions de ce matin. Ça a été passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer encore toute la matinée, mais on va s'arrêter là. Et merci à tous ceux qui ont suivi. Merci aussi à Kimberly pour les relais dans le chat. Et voilà, si vous avez envie après d'être en contact avec nous, n'hésitez pas aussi par mail pour voilà, se mettre en contact.